Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de films avec ce nouveau format. Les dessins animés, ce n'est pas que pour les enfants. Et donc, on va parler de Vice Versa aujourd'hui, comme l'indique le titre. Vice Versa est un film de Pete Docter. Il est sorti le 17 juin 2015. Et je tiens à préciser que c'est après la création de ma chaîne. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que j'ai plagié Vice Versa. Mais en fait, j'ai sorti mes premières vidéos avant Vice Versa. Donc il n'y a pas de plagiat. Pour ceux qui ne connaissent pas Pete Docter, en fait c'est celui qui a réalisé Monstres et compagnie, Lao et vice versa. Et il a été scénariste sur les deux premiers Toy Story et Wall-E. Pour expliquer vite fait le format, en gros on va analyser le film un peu scène par scène. Bon, il y a des scènes qu'on va un peu passer parce qu'il n'y a pas forcément de trucs à analyser dans toutes les scènes. Mais voilà, on va essayer d'analyser le film scène par scène pour essayer de comprendre ce que veut nous dire le film autre que les messages qui sont directement dits. Le film commence directement avec Riley et ses deux parents, donc elle est bébé. Et ça va s'enchaîner très rapidement avec l'apparition de joie et l'apparition de tristesse. À travers ces deux apparitions-là, en fait, on va comprendre très rapidement comment marche le cerveau de Riley et comment va marcher en fait tout le film. Assez rapidement, il va y avoir des petites scénettes en fait où vont apparaître la peur, la colère et le dégoût. Et à chaque fois que les autres émotions vont apparaître, en fait, joie, qui est donc la narratrice du film, va nous expliquer pourquoi ils sont là et à quoi ils servent. Très rapidement, on va se rendre compte que Joie ne comprend pas du tout pourquoi Tristesse est là et à quoi elle sert. On nous explique très rapidement comment fonctionne le cerveau avec les différentes îles, les souvenirs centraux, etc., etc., et la personnalité de Riley. Et très rapidement, on se retrouve à 7 minutes 20 et on nous a expliqué tous les personnages principaux, comment marche le film, et on a toutes les clés en main en fait pour comprendre le film. Va venir l'élément perturbateur du film qui est le déménagement. Déménagement qui symbolise donc le changement, qui était aussi le cas dans Toy Story, si vous vous souvenez bien. Donc en fait, ça va soulever des questions chez Riley sur la perte des repères, la peur du changement, la peur de l'abandon, tout ça. Et avec un petit montage rapide, à 8 minutes, on est déjà arrivé à Los Angeles. L'arrivée à Los Angeles se fait assez rapidement, et en fait, ce que les émotions vont faire, c'est qu'elles vont avoir des attentes. Ces attentes-là, elles vont créer une déception à l'arrivée, puisque la réalité est toujours en dessous des illusions. C'est ce qui va faire en fait que Riley va un peu déprimer. Elle va avoir une première déception, puis une deuxième. Malgré le fait qu'elle commence à déprimer, Riley est une petite fille positive, et donc Joie va essayer de reprendre le contrôle, et donc elle va se retrouver à jouer au hockey avec ses parents. Et là, en fait, un élément assez important du film, c'est que le père va arrêter de jouer pour répondre à son téléphone. Parce que son travail passe avant. Riley, elle ne le comprend pas. Elle se dit, on est en train de s'amuser et tout, et là, d'un seul coup, il s'en va. Et là, ce sentiment d'abandon, pour remédier à ça, Joie va proposer d'aller manger une pizza qui va se retrouver être une déception aussi, puisque ce sera une pizza au brocoli que Riley déteste. Et ça va créer une sorte d'ambiance et créer une association dans la tête de Riley qui va associer Los Angeles, en fait, à de mauvaises expériences. Là, on a une scène assez intéressante avec la mère, où la mère va essayer d'évoquer un souvenir heureux chez Riley. Riley qui va se souvenir d'un souvenir heureux. Inconsciemment, par la tristesse, elle va le rendre triste par la nostalgie en fait. Là, elle va expérimenter la nostalgie. Ça semble être la première fois qu'elle expérimente ça. La nostalgie, qu'est-ce que c'est en fait? C'est le fait de se souvenir de quelque chose d'heureux, mais le fait de s'en souvenir et que c'était heureux, et que là, on est dans une situation qui est moins heureuse, et bah, on va être triste de se souvenir. Donc c'est un sentiment assez complexe, la nostalgie au final, puisque c'est un sentiment qui regroupe la tristesse et à la fois le plaisir, la joie. C'est ce que va expérimenter Riley. Là, Joie voit tristesse qui est en train de toucher aux souvenirs et en train de les corrompre, entre guillemets, selon elle, puisque pour elle, la tristesse, c'est pas bien. Et donc elle va essayer de l'empêcher, essayer de comprendre pourquoi elle a fait ça. Sauf qu'en fait, tristesse, elle ne peut pas expliquer pourquoi elle fait ça, parce que je sais pas, enfin, vous avez sûrement été triste un jour, et quand on est triste, on sait pas vraiment pourquoi, et on sait pas, quand t'es triste, tu peux pas dire, ok, je suis plus triste, ça y est, c'est fini. Non, c'est pas toi qui décides, en fait, vraiment, si quand t'es triste et t'es pas triste. Tu peux essayer de camoufler cette tristesse, tu peux essayer de la mettre dans un coin et tout, mais elle sera toujours présente, en fait. Il faut l'accepter, cette tristesse. C'est ce que Joie refuse de faire au début. On va être dans une nouvelle situation où en fait Riley va essayer veut descendre une rambarde en glissant dessus, donc ce qui fait appel à sa bêtise entre guillemets, et Joie est hyper contente machin, et à ce moment-là en fait Tristesse retire le souvenir central de la bêtise, ce qui va empêcher Riley de faire sa glissade. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
c'est pas vraiment tristesse qui enlève le souvenir volontairement pour empêcher Riley de faire ça, mais c'est plutôt Riley qui, inconsciemment, étant triste, ne va pas avoir envie de faire des bêtises. Que les émotions et Riley sont totalement liées ensemble, et que ce n'est pas un des deux qui va contrôler l'autre, mais que les deux sont liés et se contrôlent entre eux. Joie va essayer va remettre en place le souvenir central pour quand même faire la bêtise, et après elle va essayer de discuter avec Tristesse pour essayer de comprendre pourquoi elle fait ça. Bon, le truc, c'est que en fait, la tristesse et la joie sont vraiment des émotions opposées qui ne se comprennent pas. Pour la joie, la tristesse est un concept complètement abstrait, et pour la tristesse, la joie est un concept complètement abstrait. Et elles n'arrivent pas à se comprendre du tout. Et c'est très bien figuré dans le film, puisque elles vont évoquer un souvenir, donc par exemple le souvenir de la pluie. Joie y voit l'amusement, le fait de jouer dans les flaques d'eau, etc. Et tristesse, elle y voit tous les côtés négatifs, le fait d'avoir froid, d'avoir de l'eau plein les bottes, etc., etc. Et donc, on comprend bien qu'un même souvenir peut être vu différemment selon l'émotion dans laquelle on se place. Ensuite, on retrouve Riley le soir, où elle va se coucher, et sa mère vient lui dire bonsoir. Et là, en fait, Riley met sa joie un peu de côté, pour laisser place à ses autres émotions, et jusqu'au moment où, parce que Riley pense que la mère va être là pour un peu la réprimander, lui dire... voilà, mauvaise nouvelle. Sauf qu'en fait, elle arrive et elle lui dit « Je suis très contente que tu sois aussi positive, etc. » Et donc, en fait, la mère va faire appel à la joie et la positivité de Riley, ce qui va pousser donc le personnage de Joie à revenir aux commandes de Riley et du coup d'être heureuse. Le lendemain matin, on retrouve Joie qui est à fond, qui a préparé plein de trucs pour passer une excellente journée. Elle donne des ordres un peu à tout le monde et elle essaye de restreindre Riley. Comme je disais, la tristesse, c'est un sentiment qui ne peut pas vraiment être restreint en fait, puisqu'elle sera toujours présente. Et elle lui dit oui, voilà, je te fais un cercle et tu restes dans le cercle, etc. Sauf qu'en fait, on sait tous très bien qu'elle va sortir du cercle. Et elle va en sortir au moment le plus important, c'est le moment où en fait Riley est interrogée par sa prof pour expliquer qu'elle est nouvelle, etc. Et en fait, Riley va s'effondrer, puisqu'elle va redevenir nostalgique par rapport à ce qu'elle vivait avant au Minnesota. Et là, elle va pleurer devant sa classe, etc. Ce qui va créer en fait un sentiment central de tristesse. Joie qui ne comprend pas la tristesse, va essayer d'empêcher ce souvenir central de rejoindre l'unité centrale. Sauf qu'en fait, elle va détruire, en fait, inconsciemment, enfin indirectement, elle va détruire la personnalité de Riley, puisqu'elle va se faire aspirer vers la mémoire à long terme avec tous les autres souvenirs centraux. Et tristesse. Ensuite, on a le droit à une scène avec les parents le soir, où les parents essayent de comprendre, essayent de discuter avec leur fille normalement, sauf qu'en fait, là, Riley n'a aux commandes que le dégoût, la peur et la colère, ce qui fait qu'elle va envoyer des signaux assez bizarres à ses parents, sa mère qui va essayer de la comprendre, mais qui n'arrivera pas à la comprendre, et son père qui va pas du tout la comprendre, et qui va voir ça juste comme de l'insolence, et qui va finir par lui dire d'aller dans sa chambre. Cette scène-là est assez intéressante puisque c'est la première scène qui nous permet d'aller dans la tête de quelqu'un d'autre, donc d'abord de la mère puis du père. On peut voir qu'à la tête de la mère c'est la tristesse qui commande et à la tête du père c'est la colère qui commande. Voilà. Mais globalement en fait ce qui se passe dans la scène c'est une scène assez, je dirais, classique avec les parents-enfants. C'est que les parents vont pas comprendre ce que veulent leur dire les enfants. Les enfants essaient de dire je vais pas bien, sauf que comme ils savent pas vraiment le dire, et les parents ils comprennent pas, et du coup pour eux c'est juste l'enfant qui fait une sorte de petite crise, et du coup ils disent allez va dans ta chambre. C'est quelque chose qui arrive ou qui peut arriver assez fréquemment entre les parents et les enfants. Ensuite le père va essayer de venir réconforter Riley en faisant appel à sa joie et par la bêtise en fait, sauf que comme la joie n'est pas là, et Riley ne va pas du tout répondre à ça, et ce qui va faire effondrer l'île de la bêtise. Ensuite s'ensuit plein de petites scènes où en fait joie et tristesse vont essayer de retrouver l'île de l'amitié. On arrive à une scène assez importante puisque Riley va faire un appel vidéo en fait avec une de ses amies qui est restée au Minnesota, et là elle va ressentir de la jalousie. Puisque l'autre fille va lui dire « Ah regarde, on a une nouvelle fille dans notre équipe, elle est super cool, machin et tout ». Et là, en fait, tout ce qu'elle va éprouver, c'est vraiment ce qu'il y a dans sa tête, c'est du dégoût, parce que, voilà, elle n'a pas envie d'être remplacée, de la peur, parce que, du coup, elle perd confiance en son amie, elle se dit, ça y est, j'ai été remplacée, c'est fini, donc sentiment d'abandon, perte de confiance,
Et là, elle va laisser la colère prendre le pas et elle va raccrocher direct un peu la tête de son ami, qui va entraîner bien sûr l'effondrement de l'île de l'amitié. Ensuite, Joie et Tristesse vont faire la rencontre de Bing Bong. Alors Bing Bong, pour moi, c'est un peu la représentation de l'enfance, vraiment de la petite enfance. Et c'est surtout pour moi dans le film une sorte de guide, un ressort un peu scénaristique pour faire avancer l'histoire. Puisqu'en fait Bing Bong va les guider à travers le cerveau pour essayer de retrouver leur chemin. Elles vont passer par le regard des pensées abstraites, qui est le raccourci de Bing Bong. Évidemment ça va mal tourner, puisque au même moment Riley expérimente le concept de la solitude, donc ça va activer ce regard, et là c'est un peu une scène il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, c'est juste que c'est rigolo. Ensuite, ils vont passer par le monde de l'imaginaire, ou le monde de l'imagination, je ne sais plus comment c'est dit exactement. Et là, en fait, on va avoir plein d'éléments de l'enfance qui vont se retrouver détruits ou en plein chantier, en fait, puisque, on le rappelle, Riley a 11 ans, et elle est en train de devenir une adolescente. Et quand tu deviens une adolescente, ton imaginaire change par rapport à celui de l'imaginaire d'un enfant. C'est fini les maisons en biscuits, les nounours et tout ça, et ça va être remplacé par la machine à imaginer des petits copains, ce genre de choses qui sont en fait beaucoup plus des trucs d'adolo. Et pour moi, cette scène, elle figure bien le passage de l'enfance à l'adolescence. Ensuite, on a une petite scène où Riley est au hockey, en fait, et en fait, vu qu'elle a plus son souvenir central, l'île du hockey va s'effondrer, elle va se laisser emporter par la colère, et elle va quitter la patinoire. Là, on retrouve Riley et Bing Bong et Tristesse qui retrouvent la fusée de Bing Bong, qui va se retrouver jetée dans l'oubli. Donc, Bing Bong va être très triste, et c'est là, c'est un élément un peu clé du film. En fait, Joie va essayer de réconforter Bing Bong en lui disant oui viens on va jouer, on va faire des trucs, ça va être super génial, on positif machin. Et Bing Bong lui il est juste triste, il s'en fout de jouer tout ça. Et c'est là que Tristesse va entrer en jeu et elle va aller le voir, elle va essayer de le comprendre, elle va l'écouter et elle va compatir avec lui. C'est ce qui va lui permettre de passer à autre chose. Et ça, Joie, elle le voit, mais elle ne le comprend pas. Elle se dit, mais comment tu as fait? Elle va le voir Tristesse après, mais comment t'as fait pour faire ça? Tristesse, elle lui dit juste, j'ai écouté ce qu'il avait à me dire en fait, parce qu'il était triste. Et voilà. La tristesse, c'est ça sert à créer des liens sociaux entre les individus pour leur permettre d'être plus forts et de passer à autre chose plus rapidement. Mais c'est ce que le film essaie de nous montrer en tout cas, et on y reviendra plus tard dans le film puisque c'est un peu le final du film. Pendant ce temps-là, dans la vraie vie, Riley va en fait avoir l'idée par la colère de fuguer, qui est une idée assez commune chez les enfants et les adolescents, le fait de fuguer, de fuir ses responsabilités, en pensant que voilà, ça va résoudre tous nos problèmes puisque c'était mieux avant, et donc on va y aller et ça sera encore mieux. Le problème c'est que enfin, à la fois, je trouve ça bien amené parce que quand on est enfant, c'est vrai qu'on se pose pas toutes les questions de. Moi, si je dois partir au Minnesota maintenant, je vais me poser plein de questions de est-ce que j'ai l'argent pour ça, est-ce que j'ai un endroit où dormir, est-ce que j'aurai à manger, etc. Alors qu'un enfant, il se dit pas ça. Il se dit juste c'était mieux quand j'étais au Minnesota, je retourne au Minnesota. Et c'est vrai que les enfants, ils sont plus dans l'association tout le temps. Par exemple, les enfants, par exemple, s'ils aiment pas un truc vert, ils vont se dire tous les trucs verts, j'aime pas. Et ils vont associer le vert au fait qu'ils aiment pas. Et les enfants, ça marche beaucoup comme ça, par association. Au moment où Tristesse et Joie et Bing Bong allaient prendre le train, en fait, Riley s'endort, le train de la pensée s'arrête, et au final, il se retrouve contraint à essayer de réveiller Riley par l'intermédiaire de ses rêves. Donc on va arriver dans le monde des rêves. Tristesse évoque tout de suite l'idée de faire un cauchemar pour la réveiller. Joie lui dit que c'est pas une bonne idée, et qu'en la faisant rire, ça marchera tout aussi bien. Chose que bien sûr ça ne marche pas comme ça puisque je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je ne me suis jamais réveillé en rigolant. Je trouve ça intéressant que les scénaristes aient décidé de lier les rêves au film, puisque je trouve que dans la réalité c'est assez vrai. Les rêves en fait sont souvent liés au film. Les réalisateurs, souvent ce qu'ils mettent en scène dans leurs films, c'est des trucs qui nous font rêver, et à la fois nos rêves deviennent des films. Les films que je vais voir souvent reflètent un peu ce dont je rêve, que ce soit de la SF ou des mondes fantastiques, tout ça. C'est pour me faire rêver en fait tout ça. Et donc je trouve ça assez rigolo qu'ils aient vraiment lié les deux. Ils vont essayer de la réveiller, ça va pas marcher. Au final, tous les trois, ils vont se retrouver dans le subconscient avec tout ce qui est peur et trucs refoulés en fait. Et donc ils vont utiliser les peurs, notamment le clown qui est à l'intérieur,
pour réveiller Riley. Riley va, en se réveillant, va avoir envie de fuguer. Donc elle va aller chercher la carte de crédit de sa mère pour pouvoir acheter un ticket de bus. Sauf qu'en fait, pendant ce temps-là, tristesse et joie sont remontées sur le train de la pensée. Et en fait, quand l'île de l'honnêteté va s'effondrer, ça va faire renverser le train. Et au final, il va se passer plein de trucs, mais on va passer un petit peu. Mais ce qui est important, c'est que Joie et Bing Bong se retrouvent dans l'oubli. Et là, on va arriver à une scène complètement fatidique qui me brise le cœur à chaque fois. La scène la plus importante et la plus touchante du film, c'est bien sûr la scène où Joie va comprendre que les souvenirs qu'elle chérit tant, qui sont des souvenirs heureux, sont liés à des souvenirs tristes en fait. Puisque elle se rend compte que l'un des souvenirs qu'elle adore, où en fait toute l'équipe de Riley et ses parents sont là après un match, et bien en fait ils sont là parce que juste avant elle était triste et elle avait besoin de ces gens-là. Et en fait en étant triste, elle a envoyé une sorte de signal d'alarme à ses amis, à sa famille, pour leur dire je vais mal, j'ai besoin de vous. Et c'est pour ça qu'ils sont venus et que ça a créé un souvenir heureux. Mais c'est par la tristesse qu'elle a créé un souvenir heureux en fait. Et c'est ça que Joie comprend à ce moment-là. Elle va récolter tous les souvenirs et elle va essayer de remonter. Elle va essayer de remonter avec Bing Bong, avec la fusée. Et on sait tous comment ça va se terminer. Parce qu'en fait, pour que la fusée elle marche, il faut chanter. Et donc ils chantent. Sauf qu'en fait, ils sont trop lourds et à chaque fois, la fusée elle retombe. Et du coup, Bing Bong, lui, il a compris qu'ils étaient trop lourds. Mais Joie, elle n'avait pas compris. Alors, ce qui va se passer, c'est que Bing Bong, il va rester derrière. Au dernier moment, il va sauter, ce qui va permettre à Joie de partir, quoi. Et du coup, Bing Bong, il va rester dans l'oubli. À la fois, j'adore et à la fois, je déteste cette scène parce que ça me touche au plus profond de moi. Et ça me met mal. Ça me met mal. À chaque fois, j'ai envie de pleurer à cette scène. Pourquoi vous faites ça? Plus sérieusement, qu'est-ce que représente cette scène? Cette scène, en fait, elle représente plein de choses. Elle représente le fait que Riley est vraiment en train de laisser derrière elle son enfance. Puisque, comme je l'avais dit au début, Bing Bong, il représente vraiment l'enfance. Et donc, elle est en train de le laisser derrière elle. Et que pour qu'elle puisse grandir, il faut qu'elle laisse son enfance derrière elle. Et enfin, moi, en tout cas, c'est un truc que j'ai vécu, qui m'a un peu marqué, un moment où je me suis vraiment dit il faut que je suis plus un enfant en fait, du coup il faut que j'arrête. Et même si je fais souvent des trucs d'enfant parce que ça me fait rire, mais je le fais beaucoup plus consciemment que c'est des trucs d'enfant que avant. Et là Bing Bong va dire un truc que je trouve vraiment très beau et très poétique. Il va dire à Joie, emmène-la sur la lune, je crois, ou un truc comme ça. Parce que à la base, Bing Bong, avec Riley, ils avaient fait cette fusée pour aller sur la lune. Et pour moi, le fait d'aller sur la lune, c'est la symbolique du rêve, en fait, de réaliser ses rêves. Et donc en fait, ce que dit Bing Bong à ce moment-là, c'est que elle ne pourra plus réaliser ses rêves d'enfant, mais elle va avoir d'autres rêves, et ça sera à Joie et à ses émotions de réaliser ses rêves, et que lui, il pourra plus le faire. Et voilà, c'est une sorte de passage de flambeau, de continuer à réaliser ses rêves. Et je trouve ça très beau. Et on arrive bientôt à la fin du film, puisque Riley arrive au bus, ses parents essayent de l'appeler, elle ne répond pas, ça fait effondrer l'île de la famille. Joie, maintenant qu'il est remonté, essaye de retrouver Tristesse, sauf que Tristesse, elle est déprimée, elle a envie d'être seule. J'aime bien parce que ce moment-là, pour moi, il fait écho vraiment à la dépression, au fait que quand t'es déprimé, t'as juste envie d'être tout seul et t'as pas envie d'avoir un mec qui est super heureux, qui est en mode hey, vas-y viens on va jouer, tu vois. Non, toi t'as juste envie d'être tout seul et t'as envie d'être laissez-moi tranquille. Joie arrive à ramener Tristesse au QG central là. Elle va laisser Tristesse enlever l'idée de la fugue de la tête de Riley, qui va lui permettre de rentrer chez elle, de retrouver ses parents qui étaient super inquiets. Joie va complètement laisser les souvenirs centraux à Tristesse, qui va avoir pour conséquence que Riley va pleurer, va dire à ses parents tout ce qu'elle pense. Elle va lui dire moi je veux rentrer au Minnesota, je suis triste, ici c'est de la merde. Et en fait là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que en soi, elle l'avait déjà plus ou moins dit elle l'avait déjà évoqué cette idée-là à ses parents, mais elle l'avait évoqué par le prisme du mépris, de la colère, de la peur.
et ses parents n'avaient pas compris ces signaux-là. Alors que là, avec la tristesse, les parents le comprennent tout de suite, et le père va dire oui, moi aussi, le Minnesota ça me manque, tout ça. La mère va surenchérir avec le jardin, machin, c'était génial. Et ils lui disent voilà, on comprend ce que tu ressens. Et en fait, le fait qu'elle soit comprise, qu'elle soit entourée des gens qu'elle aime et tout, ça va en fait au final la rendre heureuse. Et, euh, et ça va créer chez Riley un nouveau type de sentiment, un sentiment avec plusieurs émotions, qui en l'occurrence est l'émotion donc de la tristesse et de la joie. Et pour moi, c'est vraiment là où le film est hyper fort. Ils arrivent à te montrer que tu as tout à fait le droit d'être triste, et parfois c'est bien d'être triste parce que la tristesse, en fait, c'est un moyen de montrer aux autres que quelque chose ne va pas, et c'est très utile. Et il faut pas refouler sa tristesse, parce que ça ne fait qu'empirer les choses. Donc ensuite, il y a l'installation d'une nouvelle console qui symbolise littéralement l'adolescence, avec un gros bouton puberté, et avec Joie qui dit non, mais ça doit pas être très important ça. Pour moi, c'est à ce moment-là qu'ils installent vraiment les bases pour une suite. Ça va se finir en happy end, et à la fin, en fait, Joie, elle va dire mais de toute façon, Riley n'a que 12 ans, et je ne vois pas ce qui pourrait lui arriver. Et la dernière fois qu'elle a dit ça, c'était au tout début du film, quand elle a dit « Mais Riley n'a que 11 ans, et je ne vois pas du tout ce qui pourrait lui arriver. » Et en fait, ce qui lui arrive, c'est qu'elle déménage, et déprime, tout ça. Et bref, à la fin, on a une série de petites scénettes où en fait, on va se retrouver dans la tête d'autres personnes, qui est assez rigolote, notamment avec la scène avec le garçon qui se fait un peu bousculer par Riley. Et quand Riley lui parle, dans sa tête, c'est juste en mode « Ah, une fille, qu'est-ce qu'on fait ?» et tout. Et je trouve ça assez rigolo parce que c'est vrai que quand t'es un garçon et que t'as 12 ans, bah, t'as une fille qui te parle, t'es un peu en mode panique, un peu qu'est-ce que je fais et tout. Et donc voilà, je trouve ça assez drôle. Juste pour finir avec les émotions et vice versa, il y a un tout petit détail à la fin que je trouve assez intéressant. Je sais pas si c'est totalement volontaire de chez Disney ou de Pete, le réalisateur, ou de Pixar, mais on a les émotions dans la tête des chats et des chiens. Et donc ça, c'est une idée assez nouvelle, qui est que les animaux ressentent des émotions comme les nôtres, et même si elles vont pas être aussi développées que les nôtres, ils vont au moins ressentir des émotions basiques. Pour moi, ça a un peu un côté vegan, un peu, dans le sens, si les animaux ont des sentiments comme nous, peut-être qu'il faut commencer à les respecter et à leur donner plus de place qu'ils en ont actuellement, que ce soit la consommation de viande ou d'autres formes d'exploitation animale. Faudrait peut-être commencer à remettre en cause ces trucs-là. Et je sais pas si le film veut vraiment parler de ça ou pas, mais en tout cas, voilà, moi c'est comme ça que j'interprète cette scène avec les animaux, et je trouve ça assez intéressant que ça existe tout simplement. Du coup voilà, c'était un peu mon analyse du film. J'espère que ça sera pas trop long, et j'espère que ça vous plaira. Voilà. Puisque il y en aura d'autres. Donc les grands thèmes du film, c'est la tristesse, enfin à quoi sert la tristesse, comment un enfant gère ses émotions, comment marche la mémoire, mais aussi le passage de l'enfance à l'adolescence. Si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, je vous invite à nous le dire en commentaire. Si vous voulez que je ressente de la joie et non de la tristesse, eh bien partagez cette vidéo. Voilà. C'était les dessins animés, ce n'est pas que pour les enfants. C'était Jules et compagnie, et je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo.